Ouais, on n'a pas de retour, je pense, c'est pour ça. Bon, je me présente, Rénal Marchal, je fais partie de la direction de l'accompagnement de BPI France et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir donc Gilles Réguillon, qui est président de Chamatex, qui va nous présenter l'Advanced Shoe Factory et comment est-ce qu'on peut réindustrialiser en France. Et j'aurai également le plaisir d'avoir la participation de Marie de Boissieu, qui est directrice de projet mode luxe et biens de consommation à la direction générale des entreprises. Voilà. Bah, écoutez, Gilles, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes, vous m'entendez? C'est space le son, c'est un peu mieux. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Gilles Réguillon, je suis le président de Chamatex Group, la société qui a porté le projet ASF 4.0. Je vais vous en dire un petit peu plus dans un second temps. Je me présente rapidement, je suis industriel, vraiment un industriel, toute ma carrière dans l'industrie. Je crois à la fabrication made in France. Je suis un amoureux du produit, avec mes équipes, ça c'est important aussi. Et j'ai l'habitude de mettre l'humain au centre de tout, avec mes équipes, les partenaires et autres. Bon, voilà, si je dois me présenter, c'est grosso modo les grandes lignes. Maintenant, je vous présente rapidement ce qu'est Chamatex Group aujourd'hui, avant de vous présenter le projet Advanced Shoe Factory. Donc Chamatex Group, c'est une société qui, la maison mère, faisait du textile. Et aujourd'hui, on est sur un petit groupe qui fabrique du textile, mais qui fabrique des produits finis qui vont jusqu'à la chaussure, mais également avec d'autres filiales, des vêtements, de la bagagerie. C'est pour ça que c'est du fil au produit. On se présente aussi d'une autre façon, c'est qu'on a un apporteur de solutions textiles. C'est-à-dire que les clients que nous avons, énormément de clients de renom, que ce soit dans le sport, que ce soit dans le luxe, que ce soit dans le tissu technique, n'importe quel domaine, viennent nous voir avec une problématique textile et on essaye d'apporter la solution. Et vous verrez, on a intégré donc du fil jusqu'à la fabrication des produits et ça nous permet, avec nos équipes, d'être capables d'apporter des solutions. Notre métier, à travers les différentes filiales, c'est la recherche et développement du style. Évidemment, on démarre par là. Dans l'ensemble du groupe, c'est 17 ingénieurs textiles, c'est des stylistes, des modélistes. Donc on a la capacité à appréhender les sujets. Deuxième chose, fabrication textile. Et c'est le corps de métier, c'est le métier de base de Chamatex, mais qui aujourd'hui fait moins de 50% du business de Chamatex Group. De l'assemblage et des confections modernes, et ça c'est important. C'est durant les 2 dernières années, on a vraiment migré dans cette direction pour être le plus proche possible de nos clients, du consommateur et de comprendre les problématiques. Dans nos modes de confection moderne, on a 3 piliers. Le premier pilier, c'est la fabrication de masques modernes. C'est nous qui avons lancé le masque Salomon de sport. Et aujourd'hui, on a notre propre masque anti-pollution qui est lancé ce mois. On a la chaussure avec ASF 4.0, Advanced Shoe Factory, dont je vais parler davantage. Et on a également la société Toptex, qui a été reprise par le groupe Chamatex au mois d'avril, qui est spécialisée dans la confection moderne de produits, dans l'appareil et également dans la bagagerie. Et bien sûr, la logistique. On a depuis maintenant un trimestre un centre de logistique basé à côté de Saint-Exupéry, étant donné que notre société est basée dans la région Rhône-Alpes. Les sociétés et les marques du groupe, dont je vous ai parlé de Chamatex. Chamatex porte la marque Matrix, Matrix étant une technologie brevetée pour fabriquer la tige, la partie supérieure des chaussures. Le premier produit a été lancé avec Babolat en 2016 et aujourd'hui avec une vingtaine de marques de renom dont Puma, Salomon, The North Face et j'en passe et des meilleurs. C'est 2 millions de paires qui sont vendues aujourd'hui par an et qui sont à 100% envoyées en Asie pour faire de la confection de chaussures de sport. Je dis à 100% parce qu'on n'a pas encore commencé notre production de façon massive chez ASF.
ASF, c'est la continuité de Matrix. C'est fabriquer des chaussures sur la base d'une technologie brevetée par Chamatex. On a d'autres entités, Rocle, une croissance externe en 2019, basée sur l'ameublement. Et avec la crise du Covid, on a créé une deuxième business unit chez Rocle qui s'appelle Rocle S Protection, dans lequel on fait nos masques, des masques en tissu traditionnels, comme vous portez plus ou moins tous, avec une machine automatique, et des masques sport, conception moderne, découpe laser, soudure ultrason, ce type de masque fabriqué sur un carrousel automatique. Donc notre ADN, c'est de dire oui, on s'est fabriqué en France, mais on essaye de prendre des chemins dérivés et de ne pas partir sur la confection traditionnelle. Toptex, société dont je vous ai déjà parlé, fabrication moderne également, tout en soudure ultrason, qui permet de faire de l'appareil haut de gamme et également de la bagagerie haut de gamme. Je ne peux pas trop parler des clients, qui sont des clients de renom, mais c'est une société en fort devenir, avec une petite croissance intéressante sur l'année qui arrive et avec une très forte croissance sur les prochaines années. Enfin, on a deux unités qui sont des unités de production. On a une teinture d'essai qui est basée à côté du siège de Chamatex, qui nous permet d'être intégrés sur notre finition des textiles. Et on a une société qui fait du moulinage de la volane, qui est également en amont. Donc en fait, on a intégré la supply chain pour avoir un maximum de maîtrise. Voilà en quelques mots la présentation de Chamatex, de Chamatex Group, ce qui fait un chiffre d'affaires sur 2020 de 40 millions d'euros, avec encore des perspectives d'évolution, parce qu'on a pas mal de projets, et c'est 200 employés. Personnellement, j'ai repris la société en 2011. Et c'était 40 salariés et 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va lancer un petit film pour commencer. Cette vidéo vous permet d'avoir une vue d'ensemble du process, de la conception, de la fabrication, jusqu'à la distribution de... Ah, on n'est plus chez moi là. Jusqu'à la distribution de la chaussure. Je vais vous parler de ce projet parce que vous avez vu, il y a une belle vidéo. Alors c'est vrai que l'usine est flambant neuve, elle est moderne. L'usine, vous imaginez, elle n'est pas tombée du ciel et paf, elle s'est mise ici chez Chamatex. Il a fallu l'imaginer, imaginer le projet. Il a fallu imaginer le process, construire l'usine autour du process, construire des partenariats avec des clients, construire des partenariats avec des fabricants pour en arriver là. Et je vais insister sur ce point-là. Ce projet, il est fédérateur. On a réussi, j'ai réussi à réunir autour de ce projet un microcosme de gens compétents
sans qui on n'aurait pas démarré ce projet. Le microcosme, c'est des rencontres. C'est des rencontres entre des hommes et entre des femmes, à un moment donné, qui se croisent, qui ont de l'ambition, qui ont du savoir-faire. Et un jour, il y a des choses qui se cristallisent. Et en 2018, on avait Matrix qui était en place, qui est une base intéressante pour fabriquer une chaussure. Et on a eu la rencontre avec Bertrand Barret, qui est associé depuis longtemps avec moi à travers Matrix, à travers d'autres affaires, patron de Zebra, une société d'innovation qui est basée à Tour de Salvani, nord de Lyon. Et il a rencontré des gens de Siemens. Et les gens de Siemens, Siemens, leader mondial dans la digitalisation de l'industrie, dit il y a un secteur d'activité qui n'a pas encore été digitalisé, c'est le footwear. Comment on pourrait faire? Va voir Gilles, va voir Chamatex, ils ont des idées, ils ont des produits, ils ont des brevets, et peut-être que ça peut être une rampe de lancement. Aussitôt fait, on fait un rendez-vous et on se rend compte qu'on a la possibilité de construire quelque chose. Zebra, Siemens et l'industriel Chamatex. Parce qu'il faut toujours un industriel pour fabriquer et prendre les risques et passer dans le réel. Et on y a cru, on a construit un projet assez rapidement. Et au bout d'un trimestre, on a présenté notre projet à quelques grandes marques. Dans ces quelques grandes marques, il y en avait 4-5 de renom qui travaillaient déjà avec nous sur Matrix. Il y en a une qui a dit, plus que les autres, on y croit. On y croit, on pense que c'est l'avenir, on part. C'est Salomon. Et sans Siemens, pro de la digitalisation de l'industrie, sans Salomon, client numéro 1, jamais je me serais lancé. Parce que vous verrez, c'est un projet à 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, quand on a une PME à l'époque, on faisait plutôt 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut y aller. Mais si on a le client et si on a autour de nous un microcosme, un industriel qui tienne la route, ben on peut prendre des risques. Donc j'ai pris le risque avec mes équipes et on y est allé. Amorçage du projet. Mi-2019, Salomon, le board, le président, Jean-Marc Pambet dit go, on y va, définitivement. Mais go, on y va avec, il y a des équipes qui vont vous accompagner et on rentrera au capital. Et à partir de ce moment-là, les choses sont accélérées. Vu quand même qu'en 2019, 2020, on était quand même un peu en crise du Covid, on n'a pas perdu un jour sur le planning parce qu'on est une PME, on est en mode commando. Entre parenthèses, on a quand même fait 8 millions de masques en parallèle avec d'autres activités, mais 2020 était très très dense. On n'a pas perdu un jour. Fin 2020, Millet et Babola confirmaient qu'ils rentraient également dans le projet et on avait ficelé la totalité du process. Et mi-2020, on a fait une augmentation de capital. Chamatex a pris la majorité. BPI est au capital de Chamatex aujourd'hui, la branche innovation. Et grâce à tout ça, on a pu avancer très très vite, lancer le bâtiment, lancer la réalisation de tous les process qu'on avait étudiés. Et on a, il y a 15 jours, inauguré l'usine. Donc on n'a pas perdu un jour. On a un quatrième client qui arrive derrière, que je ne peux pas nommer pour l'instant, qui amène beaucoup de charges aussi. Et donc on a un plan de charge de cette usine qui aujourd'hui est full pendant 5 ans. Donc c'est plutôt très positif. Ça veut dire que quand on prend des risques, on y croit, qu'on est bien entouré, on peut y arriver. Donc le jour de l'inauguration, j'ai déjà annoncé qu'on allait faire une extension, qu'on allait doubler la capacité. Donc l'objectif maintenant, c'est plutôt de dire, on ne va pas faire 500 000 paires, mais on veut faire 1 million de paires. Je fais un petit rappel. Une chaussure est fabriquée d'une tige, un morceau de tissu qui s'appelle Matrix chez nous. Parce que je ne suis pas fou, je ne suis pas philanthrope. L'objectif, c'est quand même de fabriquer des chaussures avec notre tissu. Donc, l'élément principal, c'est la tige Matrix. Derrière, on a une ligne automatisée qui fabrique cette tige avec tous les composants dessus. Et une fois qu'on a cette ligne automatisée qui sort cette tige, on vient l'assembler en 3 dimensions pour la coller sur une semelle également en automatique.
Toute la partie packaging est en automatique aussi, vous avez vu. Donc voilà en gros les grands principes de la fabrication d'une chaussure. Donc le process, plusieurs unités, 5 unités, des découpes de composants, donc forcément avec des machines intelligentes, des découpes laser, des découpes à cutter avec des reconnaissances, une ligne d'assemblage automatisée, réalisée avec Bosch. Bosch Rodez, on a pas mal entendu parler de Bosch Rodez qui a des difficultés sur ses injecteurs. Ils ont une branche spécialisée qui fait de l'intégration pour d'autres. Et on a construit des choses très très solides avec Bosch Rodez. D'ailleurs, je peux conseiller Bosch Rodez à beaucoup de personnes. Et ils nous ont fait 2 machines, une machine pour faire les hoppers et une machine aussi pour distribuer les lasses, c'est-à-dire les faux pieds. Et sur ces 2 machines, on a des brevets de process. Derrière ça, on a une ligne de formage 3D. Cette ligne, on l'a voulu manuelle, avec de la dextérité, parce qu'il faut aussi de la dextérité. Notre usine, c'est de l'automatisation quand on peut, et de la dextérité quand c'est nécessaire. Derrière, du collage en automatique, une opération de contrôle et du packaging en automatique. Voilà un petit peu le process de l'usine. Je suis un peu long. La montée en puissance, c'est quoi? C'est 10 000 paires d'ici la fin de l'année. On a démarré les productions. C'est compliqué, évidemment. L'usine, elle n'est pas tombée du ciel et il faut la régler, il faut démarrer. C'est compliqué, mais j'ai des équipes, des compétents, des gens très compétents et on avance. 2022, on sera autour de 150 000 paires avec une deuxième équipe qui va arriver, puis une troisième équipe. On se donne la possibilité de passer même en 4 équipes et on a un ramp-up qui nous mène jusqu'en 2024 à 400 000 paires. Donc voilà aujourd'hui le schéma initial, sachant que on va décider d'agrandir ici, ce qui veut dire qu'on va fabriquer l'usine ici, la deuxième ligne, donc c'est ici, on va doubler. L'équipe, c'est important l'équipe, parce que j'ai parlé des partenariats, mais mes équipes, c'est très très important. Aujourd'hui, on a une patronne, c'est une femme, elle a 33 ans, et elle s'appuie sur une équipe de l'ADV, de la R&D, de l'industrialisation, de la qualité et de la production. C'est 20 personnes. On va monter très rapidement à 50 personnes. Ça veut dire quoi? Je me rappelle quand on a posé la première pierre, il y a une journaliste qui m'a dit « Mais vous allez automatiser, donc vous allez supprimer des emplois. » Non madame, on ne va pas supprimer des emplois, on prend des risques, on investit et on crée 50 emplois. Et si on avait voulu avoir que des personnes à la place des robots, on n'aurait pas d'usine parce qu'on n'est pas compétitif. Voilà. 50 personnes, c'est sur 500 000 paires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on passe vraiment sur les 1 million de paires, on sera plutôt plus proche des 100 personnes. 100 emplois créés. Très sensible, hein? J'en finis avec les investissements. Donc 10 millions d'investissements, 2 millions de bâtiments, 8 millions sur ASF. Sur les 8 millions, 5 millions de process, 3 millions de BFR. Le financement des actionnaires, Chamatex Group essentiellement, l'actionnaire principal, Zebra, Babola, Salomon, Millet, Cuir Invest, qui est le fonds d'investissement de la profession de la chaussure et du cuir, et RL Invest, qui est une structure avec 2 personnes qui croient énormément en ce projet. La BPI qui nous accompagne depuis le début, en haut de bilan chez Chamatex, mais également sur des lignes d'innovation à tous les niveaux. Chapeau la BPI, c'est pas parce qu'on est chez la BPI, mais chapeau la BPI. Le lendemain de l'annonce d'Emmanuel Macron du confinement, on avait quand même, nous, les chefs d'entreprise, tous les gens de la BPI qui nous appelaient pour nous dire « il y a le plan qui est là, vous n'êtes pas tout seul et on va tenir l'industrie ». Donc chapeau la BPI. Les banques, forcément, sans les banques, on ne fait rien. Siemens n'a pas pu rentrer au capital, donc Siemens il nous a appuyé à la fois sur son réseau, à la fois sur ses connaissances, mais également en termes de financement, et on s'est appuyé sur Financial Services de Siemens. Les pouvoirs publics, on a été fortement épaulé par Laurent Wauquiez, président de région Rhône-Alpes, qui croit énormément à l'industrie, de façon générale, qui croit énormément à ce projet. Donc la région nous a apporté une subvention de 300 000 € et l'État nous a épaulé également avec une subvention de 300 000 € supplémentaires. Donc c'est 600 000 €, c'est significatif. J'insiste,
Il faut avoir un projet, y croire et le lancer pour être aidé. Il ne faut pas, évidemment, espérer être aidé pour lancer un projet. Donc voilà un petit peu les contours de ce projet. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut avoir des convictions. Je ne connais pas les personnes qui sont là, et ce que vous avez en tête et pourquoi vous m'écoutez. Ce qui est important, c'est de croire en ce qu'on fait, d'avoir des convictions, d'entraîner les gens en interne, en externe. Après, il faut quand même avoir la tête sur les épaules et être lucide. On ne peut pas imaginer n'importe quoi. Mais quand on veut, on peut, on entraîne et on réussit. Voilà, mon message, c'est ça aujourd'hui. Et il faut surtout, tout le temps, respecter tout le monde. Les clients, les équipes, c'est déterminant. Et quand on fait ça, on avance. Voilà, je suis prêt à donner la parole à ma collègue de la DGE. Merci Gilles. Marie, je te propose de poursuivre la présentation sur les accompagnements de la Direction Générale des Entreprises. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend. Bonjour à tous. Voilà, très bien. Donc moi, je m'appelle Marie de Boissieu. Je travaille à la DGE, qui est la Direction Générale des Entreprises, qui est une des directions du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Donc, merci Gilles pour ce très bel exemple de réindustrialisation. Moi, je vais juste remonter un peu en amont du processus, puisque la question qu'on nous a posée, c'est réindustrialiser en France, est-ce que c'est possible ? Donc nous, tout d'abord, avant de s'interroger sur le « est-ce que c'est possible ?», on s'est interrogé sur la nécessité. Est-ce qu'il faut ou pas relocaliser en France ? Et la réponse évidente qui est venue, c'est que c'était une condition sine qua non pour avoir une économie forte. Pourquoi ? Tout d'abord parce que l'industrie, c'est créateur d'emplois. C'est-à-dire que, évidemment, d'emplois directs, mais aussi d'emplois indirects. On estime que pour un emploi industriel créé, ça en engendre 4 à 5 autres autour. L'industrie, c'est également un vecteur formidable de cohésion territoriale. Parce que produire en France, ça veut dire créer de la richesse dans des territoires qui sont souvent éloignés des métropoles. Réindustrialiser aussi, c'est nécessaire pour la transition écologique, qui est un des objectifs, un des axes clés du gouvernement. Donc, industrie et transition écologique, pour nous, ce n'est pas antinomique, au contraire. En termes de décarbonation, tout d'abord, on croit fortement que les solutions à la décarbonation vont venir des industriels et vont venir de l'industrie. Et puis après, il y a d'autres secteurs pour qui la décarbonation en soi, ça veut dire réindustrialiser. Je vais prendre un exemple sur les textiles dont je m'occupe. Aujourd'hui, il y a 90% des produits textiles et habillements qui sont importés. Donc là, l'enjeu pour la filière textile, par exemple, ça va être de réindustrialiser. Pourquoi ? Parce qu'on estime que 1 kg de vêtements importés, ça correspond à 53 kg d'émissions de CO2. Alors que 1 kg de vêtements produits en France, c'est 28 kg. Voilà, donc produire en France, c'est aussi, dans certains cas, sur certaines filières, diviser par 2 l'impact environnemental de notre activité. Et enfin, le 4e point pour lequel réindustrialiser, c'est une nécessité aujourd'hui, et ça, c'est un 4e point qui a été mis en exergue par la crise sanitaire, c'est la nécessité de reconstruire des filières particulièrement vulnérables. Et là, je vais prendre un seul exemple qui n'est pas dans mes secteurs, mais c'est par exemple sur les principes actifs pharmaceutiques. Aujourd'hui, il y a 80% de ces principes actifs pharmaceutiques qui sont produits en Chine ou en Inde. Il y a 30 ans, c'était uniquement 20%. Voilà. Donc pour ces différentes raisons-là, réindustrialiser, c'est une nécessité. Après, est-ce que c'est possible ? Donc ça, ce sera mon 2e point. Est-ce qu'on peut réindustrialiser ? Donc nous, notre réponse, c'est que évidemment qu'on peut. Après, l'objectif, c'est pas de réindustrialiser 100% des biens et 100% des chaînes de valeur. Ce serait pas réaliste. Donc il faut se donner des axes prioritaires.
Et les deux des axes prioritaires qu'on a identifiés, le premier, j'en parlais juste avant, c'est l'axe de la souveraineté française. C'est-à-dire que la crise a mis en exergue des grandes fragilités sur des secteurs clés, comme par exemple la santé, l'agroalimentaire, certains intrants critiques, ou encore la 5G. Donc ça, c'est important pour la souveraineté économique de la France de relocaliser et de réindustrialiser ces filières-là. Et enfin, le deuxième axe, la deuxième opportunité pour les réindustrialisations, c'est de capitaliser sur les forces de la France, c'est-à-dire sur la valeur ajoutée qu'on peut avoir. Et là, je vais prendre un exemple. Pardonnez-moi, je prends des exemples qui sont encore dans mes secteurs. Je vais prendre l'exemple du textile. On s'est posé la question sur la réindustrialisation textile. Donc le textile, on le sait tous, c'est évidemment compliqué. C'est un des secteurs sans doute qui a le plus souffert des délocalisations d'il y a 30 ans. C'est un secteur où il y a beaucoup de main-d'œuvre et on sait qu'en France, le prix de la main-d'œuvre est plus élevé qu'ailleurs. C'est un secteur où on n'a pas de coton, alors que c'est encore l'intrant principal de la filière. Donc, on s'est posé la question parce que c'était compliqué. Et il y a un rapport du comité stratégique de filière mode et luxe qui a été rendu en début d'année au ministre de la Transition écologique et au ministre de l'Industrie, qui montre que cette relocalisation, cette réindustrialisation de la filière textile, en fait, elle est possible. Et pourquoi est-ce qu'elle est possible ? Parce qu'on a des valeurs ajoutées fortes, que ce soit en termes de matières premières, je pense par exemple au lin et au chanvre, en termes de savoir-faire. Donc là, je pense soit à des innovations techniques comme sur les textiles techniques, ou alors à des savoir-faire artisanaux comme pour le luxe, par exemple. Et on a des grands donneurs d'ordre. C'est-à-dire que Gilles en parlait tout à l'heure, mais on a certains des plus grands donneurs d'ordre de la planète. Dans le luxe, par exemple, tous les grands donneurs d'ordre, tous les grands groupes de luxe les plus grands en tout cas, sont français. Donc on a ces valeurs ajoutées-là sur lesquelles il faut capitaliser. Et on peut capitaliser dessus pour deux raisons. Parce qu'on a mis en évidence, le rapport aussi l'a mis en évidence, qu'il y a, malgré ce qu'on croit, une compétitivité coût sur laquelle on peut être efficace. Alors l'objectif, évidemment, c'est pas d'aller se concurrencer les coûts salariaux asiatiques. Mais c'est déjà de mettre en place un outil de calcul des coûts complets du produire en France. C'est-à-dire de montrer que quand on produit en France, on est obligé de produire sans doute moins. Donc on a moins d'invendus à la fin, moins de dépréciation des stocks. Et tout ça, il faut que ça rentre dans le calcul du coût complet d'un article. Et après ce calcul des coûts complets, on a mis en évidence qu'en fait la différence entre le produire en France et le produit par exemple en Euromed, c'est-à-dire Europe et Afrique du Nord, la différence elle était de 11%. Et 11% en fait ça correspond à la différence que le consommateur est prêt à payer pour du Made in France et pour une fabrication locale. Et évidemment la France a surtout des avantages de compétitivité hors coût, que sont les savoir-faire, que sont aussi tout ce qui va être les critères RSE, sur lesquels il y a une demande des consommateurs de plus en plus élevée. Et en France, on maximise les critères RSE. Et enfin, il y a une facilité logistique en France, c'est-à-dire qu'on peut être plus agile, on peut répondre plus rapidement, et aussi sur des plus petites quantités. Donc, en gros, c'est possible de réindustrialiser, surtout si on connaît ces valeurs ajoutées et qu'on capitalise dessus. Voilà. Et donc, du coup, c'est sur ces deux axes-là que le gouvernement a décidé d'aider les entreprises qui souhaitent relocaliser. Et donc là, ce sera mon troisième point, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, réindustrialiser, c'est pas facile. Donc bravo à tous les entrepreneurs qui se lancent dans ce projet-là. On sait qu'il y a souvent des freins, soit parce que vous avez déjà des fournisseurs à l'étranger et que ça marche bien et qu'il n'y a a priori sans doute pas de raison de changer, soit parce que vous n'avez pas à qui vous adresser. Donc là, je réponds tout de suite. Si vous avez des questions ou des besoins, il y a la BPI évidemment qui est là et il y a les services de l'État, que ce soit en région ou en centrale, qui sont là pour vous accompagner aussi à toutes les étapes de votre démarche. Donc c'est pour ça que le plan de relance qui a été lancé il y a 1 an, avec une enveloppe de 100 milliards d'euros, a décidé de faire de l'industrie sa priorité. Donc sur les 100 milliards du plan de relance, il y avait 35 milliards qui étaient dédiés uniquement à l'industrie. Et donc aujourd'hui, 1 an après, c'est une entreprise industrielle sur 3 qui a bénéficié des dispositifs industriels du plan de relance. Voilà. Donc il y a déjà plus de 9000 projets individuels de réindustrialisation qui ont été accompagnés pour 3 milliards d'aides directes. Et après, à côté de ça, vous avez d'autres dispositifs qui vont aider à l'investissement productif, à la résilience, à la décarbonation sur des critères plus thématiques, plus ciblés, ou alors des aides transverses comme la baisse des impôts de production.
Voilà. Et l'autre point clé, et je finirai là-dessus, pardon, parce que j'ai peut-être été un peu longue, qui a été clé dans le plan de relance, c'est que vous avez 35 milliards qui sont pour l'industrie, mais vous avez aussi 30 milliards pour la cohésion. Et on sait que souvent dans l'industrie, un des enjeux clés, c'est la formation et le recrutement. Et du coup, là aussi, le plan de relance est là pour vous aider à former les salariés, à recruter et à employer des jeunes. Voilà. Donc surtout, le mot de la fin, c'est n'hésitez pas à nous contacter. On vous accompagne dans toute votre démarche de réindustrialisation. Et il y a des dispositifs encore actuels du plan de relance, évidemment. Et le gouvernement est en train de préparer un plan d'investissement France 2030 qui va être présenté dans les jours à venir. Voilà. Merci Marie, merci Gilles. Ce que je vous propose, c'est on a un petit peu de temps pour des questions-réponses. Donc si dans le public il y a des questions, je vous passe le micro. Oui, bonjour. J'ai une question parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'industriels qui ont du textile usagé, entre guillemets. Ils ne savent pas trop quoi en faire. Souvent, c'est envoyé en Afrique, parfois, c'est enfui. Je voulais savoir s'il y avait justement une politique ou des moyens pour réutiliser ce textile pour qu'il puisse être utilisé pour les fabrications actuelles, ou c'est trop compliqué avec l'heure actuelle. On va le faire sans masque parce que... Grosso modo, je vais le refaire. Donc, désolé. Donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, une grosse partie du textile qui est usagé, en fait, repart en Afrique, notamment, et enfui sous le sol. Est-ce que, justement, c'est possible d'utiliser ce textile, peut-être de le recycler pour en faire de nouveaux vêtements? Je parle bien sûr après la seconde main, bien sûr. Nous, on travaille sur du polyester recyclé chez Chamatex depuis un certain nombre d'années. Ça fait pratiquement 10-15 ans qu'on utilise de façon vraiment usuelle le polyester recyclé pour les appels d'offres, pour des stores. On travaille notamment pour Velux et dans plein de domaines. Sur la chaussure, c'est pareil, on utilise des polyesters recyclés. Donc on s'appuie sur la filière qui recycle. On a aussi en tête, dans notre entreprise, de recycler tous nos déchets. C'est un axe très fort en ce moment. C'est un axe sur lequel on s'appuie fort et sur lequel on investit. On a même une personne qui va travailler uniquement là-dessus, mais une personne sur 200 personnes. Et en fait, il faut rester pragmatique. Il faut produire, il faut gérer ses déchets. Mais pour l'instant, moi, je ne m'occupe pas des déchets de l'Asie. Je m'occupe de mon business et de bien gérer ma boîte, de la faire avancer, en tenant compte de ces paramètres RSE qui sont très importants. Mais je ne pars pas dans récupérer les déchets des autres. C'est important, je pense, de rester très pragmatique parce qu'après, on se disperse et on perd le sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est bon pour vous? Éventuellement, oui. Bonjour, j'avais plutôt une question concernant les arguments pour être concurrentiel face aux Asiatiques sur la fabrication. Comment vous avez pu être concurrent et quels ont été vos arguments pour être concurrent et pour être compétitif déjà en termes de prix? En termes de prix, en Asie, de toute façon, l'Asie, depuis 20-30 ans, a fixé des niveaux de prix sur les chaussures de sport. Bas. Pour essayer de convaincre des gens comme les marques de sport, il était déterminant d'être à un prix, on va dire, plus ou moins 5-10%, plutôt plus 10-5%, 5-10%. Et on a bâti toutes nos stratégies industrielles autour de ça. C'est-à-dire que sans automatisation, c'est même pas la peine. Oui, 5-10, à peu près. S'ils nous suivent, c'est qu'on est dans les clous. Mais c'est 10 personnes dans une équipe. En Asie, si vous avez déjà vu des usines qui fabriquent des chaussures, c'est entre 300 et 1000 personnes alignées sur du taylorisme. Et nous, c'est 10 personnes qui sont avec des machines automatiques, des robots et quelques opérations de dextérité. C'est à ce prix qu'on y arrive. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a hautement automatisé et que notre part d'investissement et d'amortissement, elle est importante dans notre prix de revient. Notre part aussi de main-d'œuvre indirecte, des gens, des ingénieurs qui font tourner les robots et autres. Ça veut dire que les ratios
de prix par rapport à une chaussure sont plus les mêmes. C'est plus des heures de confection, mais c'est un peu d'heures de confection, beaucoup d'amortissement et beaucoup de frais indirects. Mais au final, on retrouve un prix qui est compétitif. Et ma volonté de mettre en place une seconde ligne de production, de passer à 1 million, c'est pourquoi? Parce que déjà, l'usine est saturée. Moi, dans ma tête, chef d'entreprise, saturer une usine sur 5 ans, c'est super. Mais il faut avancer. Il faut encore faire mieux. Donc faire mieux, c'est quoi? C'est obligatoirement une autre ligne. Mais quand on fait une autre ligne, on construit un bâtiment, on ne construit pas une usine, on fait une extension. On ne multiplie pas les équipes de management, on multiplie simplement les équipes de prod. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va descendre encore le coût de la fabrication française grâce à une capacité supplémentaire. Et pendant ce temps, les conteneurs continuent d'évoluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura la croisée des chemins. Il y aura la croisée des chemins de façon certaine et on aura un prix qui sera compétitif de façon pérenne. On réinvente un business model. Oui, merci Gilles. Oui, bonjour. C'était plutôt une question par rapport aux subventions. Vous avez dit que vous investissiez déjà 3 milliards d'euros. Ma question, c'était comment vous évaluez finalement, de façon pragmatique, la réussite, c'est-à-dire le retour sur investissement, même s'il n'est pas complètement direct, on comprend bien, mais c'est important peut-être de se dire, est-ce que c'est là qu'il fallait investir? Est-ce que c'est cette technologie? Est-ce que c'est cette ligne d'industrie? Voilà, c'est important et vous l'avez pas dit tout à l'heure et c'est vrai que je trouve ça intéressant. Merci. Oui, alors c'est très intéressant. Là, pour l'instant, en fait, comme le plan de relance est en cours de déploiement, c'est vrai qu'on n'a pas encore de retour sur les projets qui ont été accompagnés. En revanche, le travail dont vous parlez, il est fait en amont et il est fait notamment avec la BPI. C'est-à-dire que quand les dossiers sont déposés, on étudie le potentiel du dossier. C'est-à-dire pour voir s'il est prêt, s'il va avoir un retour sur investissement, s'il va avoir un rayonnement territorial, s'il va générer ou préserver des emplois ou s'il va apporter une avancée technologique pertinente. Donc en fait, cette analyse-là, elle est faite à l'étude des dossiers. Et là, aujourd'hui, on est un peu tôt dans le plan de relance pour avoir ce retour-là, cette vision de bilan. Une autre question? Merci Reynald. Voilà, je dis bonjour à Reynald que je connais bien. Une question régionaliste, si je puis dire. Vos premiers clients sont Babolat, Salomon, Millet, toutes les trois des entreprises pas très loin de l'Ardèche et de Chematex. Est-ce que vous ambitionnez, vous espérez élargir vos clients en allant plus loin? Ou bien est-ce que vous êtes dans une logique comme dans l'alimentaire de circuits courts et de production locale pour des clients, si ce n'est locaux, mais au moins régionaux? Non, alors, on est tout à fait dans une logique de circuit court, mais circuit court à l'échelle du continent déjà, européen. Et nous, on fait 60% de l'export, donc circuit court à l'échelle européenne, circuit court à l'échelle française. Et il se trouve qu'on a démarré avec des partenaires de la région Rhône-Alpes. Pourquoi ? Parce qu'on avait déjà des relations commerciales consolidées avec ces sociétés, mais ça aurait très bien pu être une autre société. Et le quatrième qui arrive, qui va nous mettre du volume également, qui croit énormément en ce projet, n'est pas de la région Rhône-Alpes. Voilà. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, je crois tellement au local, tout local, c'est que on a déjà en ambition de construire une autre usine. Et cette autre usine, on souhaite la construire aux États-Unis. Parce que Babolat, son premier marché, c'est les États-Unis. Salomon, son premier marché, c'est les États-Unis. Et on a plein de clients aux États-Unis qu'on livre déjà en Asie pour fabriquer des chaussures pour délivrer le marché des États-Unis. Donc notre objectif, c'est à moyen terme, reste à savoir le moyen, ce que ça va être, c'est de mettre une usine de fabrication de chaussures aux États-Unis, ASF, qui va délivrer le marché des États-Unis. Donc en fait, on est... Je suis désolé un petit peu de dire ça, hein, Madame de l'État. On est Made in France, on est industriel, on est producteur, on croit au Made in France, mais on n'a pas un drapeau planté au milieu de Chematex Group. On est dans une stratégie d'internationalisation, on est déjà international, on est dans une stratégie d'internationalisation. On est en train d'ouvrir un atelier de confection moderne, Toptex, en Tunisie.
On aura peut-être un atelier de tissage qui va être au Vietnam pour alimenter les usines au Vietnam. Et demain, on aura certainement une usine qui fabriquera des chaussures et une usine qui tissera aux États-Unis pour alimenter l'usine là-bas. Donc voilà, je vous réponds un petit peu. On n'est pas planté en Ardèche et en région Rhône-Alpes. Mais on est bien avec les gens de la région Rhône-Alpes. Oui, une autre question. Bonjour, merci beaucoup pour cette magnifique histoire industrielle et technologique. Mais dans votre histoire, il y a aussi des histoires de relations humaines. Vous avez cité les partenariats, l'équipe en interne. Et j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez appris, vous, sur ce qui est essentiel dans les relations interpersonnelles, dans l'entreprise et hors de l'entreprise, pour que ça marche, une histoire comme ça. Vous savez, faut être homme dans tout ça. Il faut surtout être comme on est. Moi, je suis comme je suis. Avec mes équipes, avec mes partenaires, je fais le fond de l'œil. Voilà, comme je fais avec vous, je fais le fond de l'œil, on se regarde. Il a envie de nous suivre dans l'aventure. Oui, l'aventure, c'est ça. Elle est écrite, il y a une stratégie, elle est écrite. Vous avez envie de nous suivre? Oui. Si c'est un partenaire, oui, on y va, comment on y va, et ainsi de suite. Si c'est un salarié, c'est la même chose. Et après, tous les matins, je pense qu'il faut un pilote dans l'avion, il faut quelqu'un qui donne envie à tout le monde. Et puis j'ai des équipes dirigeantes à mes côtés qui prennent le relais, j'ai des équipes d'encadrement, j'ai des équipes d'étape, j'ai des équipes d'ouvriers, et tout le monde suit. Et ceux qui ne suivent pas, ils sautent. Mais tout le monde suit. Voilà. Après, il y a quelques exceptions, mais c'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça. Et ça fonctionne. Mais il ne faut pas mettre les relations humaines au centre de tout si ce n'est pas son ADN. Par contre, si c'est son ADN, ça fait bouger des montagnes. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais c'est comme ça. On a le temps pour encore une question? Non? C'est bon? Écoutez, Jean-François. Comme il y a de la place, du coup, c'est pas une question, c'est de rebondir sur votre réponse tout à l'heure pour indiquer que on change, à mon sens. Alors, ça va prendre des dizaines d'années. De modèle industriel mondial. Le modèle des années depuis 60, 70, c'était d'avoir une grosse usine mondiale, une seule, si possible, dans un pays à bas coût et qui dessert le monde entier. Et je pense qu'on va passer à des réseaux d'usines plus petites, peut-être une dizaine, une quinzaine à l'échelle de la planète et qui chacune desserviront un marché régional. Et ce que vous avez expliqué sur les États-Unis, c'est une parfaite illustration de ça. La logique, ce serait qu'après, vous le fassiez peut-être en Amérique du Sud, en Australie, en Chine aussi, pourquoi pas, pour desservir le marché asiatique. On ira d'abord au Japon. Au Japon, enfin voilà. C'était un élargissement sur, à mon avis, une évolution qui va prendre des dizaines d'années, mais de l'industrie mondiale. Alors, je rebondis deux secondes, parce que ce n'est pas une question, mais je rebondis aussi dessus. Vous avez raison. Nous, on essaye de s'adapter. Moi, ce que je pense aussi, c'est que, humblement, mais le chef d'entreprise moderne, il doit être capable de s'adapter. C'est indispensable de s'adapter, d'être agile, d'être en contact avec le marché. Ça va tellement vite. On va tellement vite. Il faut être réactif. Et adapter une stratégie. Vous savez, le démarrage du projet, on pensait qu'on allait, au lieu de faire une extension, on pensait qu'on allait fabriquer les semelles. Pourquoi? Parce que les semelles, c'est pénible, parce qu'elles viennent encore d'Asie, parce que le know-how des chaussures de performance avec de l'EVA est en Asie, exclusivement en Asie. Aujourd'hui, on a arrêté l'usine qui vient juste de démarrer à cause des problèmes de semelles qui ne sont pas arrivés. C'est insupportable. Donc on est en train de relocaliser sur le bassin européen. Mais c'est insupportable. Et du coup, j'ai perdu le fil conducteur. En tout cas, j'ai perdu le fil conducteur. Non, on était sur les usines qui couvraient une dizaine d'usines pour couvrir tous les marchés. Donc les usines, oui. Et puis donc on avait prévu de fabriquer les semelles, sauf que dans le monde de la semelle, ça bouge. Il y a des matériaux green qui arrivent, il y a l'impression 3D qui arrive. Et si on décidait d'investir dans la semelle, il y a de fortes chances qu'on n'investisse pas dans la technologie de demain.
Donc, plutôt que d'investir dans une technologie dont on n'a pas la certitude que c'est la technologie de demain, on a préféré lier des partenariats avec plusieurs pros de la semelle pour être sûr d'avoir toujours le top de la semelle dans notre usine à disposition avec nos partenaires, et on double la capacité de l'usine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose qui est vrai il y a 3 mois peut changer. Mais ce qu'il faut, c'est avoir la capacité de dire non, on arrête ça, c'est pas la solution, on fait ça. Et puis peut-être que dans 3 mois, je vous dirai, on ne fait pas l'extension parce que c'est pas la bonne solution, on fait tout de suite une usine à côté de Lyon avec 3 millions de paires. Peut-être, mais c'est pas ça. Ah, parce qu'il y a les gens de Bosch qui rigolent déjà. 1 million, c'est pas mal déjà. Hein. Le modèle que vous évoquiez, c'est les modèles industriels existants déjà. Hein. Vous prenez vraiment chez Bosch, il y a ce qu'on appelle usine mère, usine fille. Vous avez l'usine en France qui desservent le marché local, type PSA, Renault, et la même usine exactement pareil est par exemple aux États-Unis pour desservir Ford, etc. Donc c'est un modèle qui peut se reproduire complètement pour Chamatex et qui est complètement sensé d'ailleurs. Très bien. Bah, écoutez, on va mettre un terme à cette présentation. Je remercie Gilles et Marie. Merci.